Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde! Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, je suis tellement contente de vous voir ce matin. Et José, je dois te dire humblement que je suis un peu content d'être là. Parce que, et ce dont je suis le plus content, je pense, c'est d'être en santé. Être malade, je me plains pas, mais j'aime pas ça. Ça fait un bout en plus, vous là. Oui, être en santé, là, puis travailler fort à 68 ans, ça fait encore partie de mes cartes. Oui. Ben là, vous m'avez fait peur, là. Puis les auditeurs aussi, même à un moment donné, il y en a qui disaient coudon. Ils l'ont-tu tassé? Puis ils nous font passer ça sur le fait qu'ils soient malades. Non. Là, à tous les 2 jours, je disais, ben non, Doc Mayou, il y a une bronchite. Non, bronchite, puis avec, il y a eu des signes de début de pneumonie à la radiographie. Alors, non, j'ai été malade. Écoutez, les virus, et j'ai jamais fait de fièvre. Alors, j'ai été malade. J'ai pogné un virus, puis mon corps se défendait. C'est pas votre genre, hein, tu sais. Puis vous le dites souvent que vous manquez jamais, là. Vous manquez jamais de travail. Ouais, j'ai pas manqué souvent. Je pense que c'est la première fois de ma carrière que, écoute, je me souviens pas la dernière fois que j'ai manqué une semaine de travail. Alors, mais, écoute, José, j'ai hâte et j'ai passé beaucoup de temps à lire l'actualité. Oui. Et à écouter les canaux de nouvelles. Oui. Autant québécois que canadiens qu'américains. Mais ça devait être difficile pour vous de ne pas parler pendant cette période-là? Il me semble que non. Non. Écoute, j'aime parler, puis je me plains pas du silence. OK. Vous êtes capable de bien vivre avec les deux? Les deux. OK. Mais on va faire ce matin, c'est intéressant parce que... Je l'ai raconté aux auditeurs de Québec. Oui, je vais le dire aussi encore, évidemment, à tout le monde. Hey, on salue tout le monde, hein? Les marchés de l'Outaouais, de l'Estrie, la Mauricie, Québec. On est vraiment contents là, de tous vous retrouver aujourd'hui. On le dit pas souvent, mais nous sommes privilégiés à notre émission parce que diffusée sur tout le Québec, sur toute la surface du Québec, excepté Montréal. Oui, exactement. Alors, Outaouais, Estrie, centre du Québec, Québec, en tout cas, à l'ouest. Oui. Puis, on va en profiter. Là, on prend notre temps. C'est notre première émission de l'année. Oui. Moi, un des plaisirs que j'ai dans l'émission, Doc, là, c'est justement ça. Quand je vois, on a quelqu'un de Gatineau, on a quelqu'un de Trois-Rivières, on a quelqu'un de Sherbrooke, tu sais, puis de Québec aussi. Là, mais moi, dans une émission, là, je considère qu'on a bien fait notre travail quand on est capable de toucher toutes les régions. Être capable d'inclure tout le monde dans un même sujet. Écoute, je suis particulièrement fier et choyé de pouvoir au quotidien échanger avec la nation canadienne-française. J'en suis fier. Oui, on est privilégiés. Et là, je racontais ce qui s'est passé dans le temps des fêtes. Qu'est-ce que tu as raconté? Ben, j'ai dit la vérité. Tu sais, parce que quand vous êtes absenté dû justement à votre problème de santé, fait que moi, au niveau téléphonique, puis je vous l'ai dit, j'osais pas vous appeler pour pas vous faire parler pour rien. Fait que ça m'a donné un petit courriel, petit texto, résultat de sondage. Je vous envoie ça, tout ça. Fait que je respecte là votre silence, justement. Et là, m'amener chez nous, j'ai un party pendant le temps des fêtes, le téléphone sonne, c'est vous qui appelez. Là, j'étais toute contente, Doc Mayou, puis d'entendre votre belle voix, puis tout ça. Puis là, c'est ça que vous me dites. Hey, moi, j'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps d'écouter ce qui se disait. José, t'as-tu entendu ce que le pape a dit? Moi, j'étais en plein party chez nous. Moi, le pape, là, j'étais pas rendu là, ben. Et moi, contrairement à vous, j'ai décroché pas mal pendant les vacances. C'est arrivé quelques jours consécutifs que j'ai pas lu mes journaux. Là. Tu sais, j'ai vraiment décroché. Là, je me disais, qu'est-ce qu'il a dit le pape? Qu'est-ce que pendant que vous me parliez? Et là, vous, c'était c'était le fait qu'il disait à ses prêtres que n'ayez pas peur d'avoir recours à des exorcistes. Ah, là, moi, tout de suite, je me dis, ça, c'est sûr que ça va être intéressant d'en parler avec les auditeurs. Fait que, en tout cas, on continue notre conversation. Puis là, ce matin, premier meeting téléphonique. Là, vous dites, on va parler de ça, là, le pape. Fait qu'on est prêt, on y va avec ça. Vous allez rester surpris ce matin. Parce que ce
qui s'est passé, on va l'expliquer, on va mettre la table comme il se doit, là, OK? Parce que vous avez été ébranlé par ça, par le fait que le pape François recommandait d'éviter le dialogue avec Satan. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est la dernière nouvelle que vous avez lue le 12 décembre 2017. Exact. Okay? Et donc, il estimait que Satan, une personne très intelligente, une personne là, qui est très intelligente, a de fortes chances de l'emporter. Fait que ça, c'était ce qui se disait. Puis là, je vais un petit peu plus loin. Et là, on lit, là, ça sent le 17 mars 2017. Encore là, ça a fait les nouvelles. Le pape François a recommandé aux prêtres de ne pas hésiter à recourir à des exorcistes lorsqu'ils sont témoins de grands désordres spirituels dans le confessionnal. On est en 2017, là. Moi, je comprends votre étonnement, Doc Mayou, là. Et là, on va aller plus loin. Je vais vous laisser tout d'abord exprimer votre point de vue là-dessus, ce qui est venu autant vous chercher, et par la suite, je vais vous surprendre de la part de vos collègues. OK. Vous avez des collègues qui croient à ça. Ben, voyons. Mais je garde le punch pour tantôt. Oui, OK. Alors, ça m'a surpris à titre de psychiatre. Je n'ai rien contre les déclarations du pape, mais le fait que le pape a prêté une existence à Satan comme étant une personne très intelligente avec qui il ne faut pas engager un dialogue et recommandait à ses prêtres des exercices d'exorcisme pour arracher Satan des personnes dans lesquelles il s'est glissé. En 2018, je trouve ça embarrassant parce que, José, ça fait 38 ans que je traite des individus qui souffrent de schizophrénie et qui ont un délire religieux dans lequel ils voient, entendent, échangent ou sont possédés par Satan. Il y a un traitement, ce n'est pas à coup d'exorcisme qu'on les aide vraiment, c'est à coup d'antipsychotiques. Et généralement, en dedans de 2 à 3 semaines, avec un vigoureux traitement aux antipsychotiques, ces idées-là disparaissent et la personne vaque à son quotidien, reprend une vie beaucoup plus normale. Je suis renversé par le fait que les rites tribaux sont promus par le pape François Ier. Ce sont les rites d'exorcisme, sont des rites tribaux très anciens, encore présents chez certaines tribus arriérées. Mais je trouve ça épouvantable. Ça, dans toutes les religions, il y a ça, là. Tu sais, le bien, le mal, et il y a différents personnages. Et savez-vous d'où il vient, lui, le diable, en passant? Pardon? Savez-vous, il vient d'où, lui, le diable? Non. Moi, je faisais des recherches tantôt, puis moi non plus, je connaissais pas ça. C'est que Dieu, lui, a créé des personnages purs qu'on appelle les anges. Et à un moment donné, il y a un ange qui s'est-tu pas rebellé, puis qui s'est senti à l'égalité de Dieu. Et c'est lui qui est devenu le diable. Ah, c'est comme ça. Alors, chez mes patients, il y a différents termes, José. Mes patients vont délirer sur le mal, le mauvais, Satan, le diable. Belzébuth, tout ça? Ça, c'est beaucoup plus rare. Je l'ai déjà entendu, mais c'est rare. C'est rare. Okay. Alors, il y a différents vocables, mais qui correspondent exactement à la même chose. Alors, c'est synonyme. OK. Il y a Lucifer aussi. Oui, Lucifer, ça, oui, je l'avais oublié. Lucifer, est présent. Et j'ai déjà vu certains patients qui m'ont avoué, timidement et de façon embarrassée, être allés rencontrer des prêtres pour se faire exorciser. Au Québec. Puis c'est pas d'histoire qu'on m'a racontée. Il y a un prêtre à Trois-Rivières, là, il dit qu'il y a 5 demandes par année. Ouais. Fait qu'il y en a plusieurs. Là. Et je trouve ça épouvantable que les familles de ces patients-là qui se mettent à délirer sur le mal, le mauvais, Satan, le diable, Belzébuth, Lucifer, etc., mais qui délirent là-dessus, je trouve ça épouvantable qu'on les amène à un prêtre au lieu de les emmener à l'urgence pour qu'ils soient vus rapidement par un psychiatre. Par un psychiatre. J'ai eu une interférence, j'ai eu une image. À un moment donné, j'ai eu une patiente en psychose postpartum qui s'est mise à voir le diable dans les yeux de son bébé.
Ça peut être dangereux pour l'enfant, ça? Bon. J'en ai vu un ou une, je me souviens pas, il y a plus longtemps, qui avait vu ça dans les yeux de son chien. Alors, inutile de vous dire que le chien est mort. Mais là, le bébé, il est-tu mort, lui? Hein? Le bébé, la patiente qui avait vu... Non. OK. Non, mais la famille Elle a été avait... prise à temps, là. Oui. OK. Et j'ai eu des patients, je vais te raconter une petite histoire. J'ai eu un patient pendant mon entraînement à Montréal. C'était 1974. Oui, c'était en 1974 au Montreal General Hospital, le matin à 6 heures. On me téléphone, je venais de m'endormir, ça faisait 2-3 heures que je dormais. Puis là, on me dit en anglais qu'il y a un patient qui a été transféré d'un hôpital francophone qui s'était arraché un œil. Bon, alors moi, je descends à l'urgence, convaincu que j'ai mal compris. Fait que j'arrive, je prends le dossier du patient, je tire le rideau, parce que c'était uniquement des rideaux qui séparaient les civières. Et là, j'arrive, puis je vois un petit bocal sur la table de chevet. Le patient avait les yeux fermés, puis il y avait un petit bocal dans lequel flottait un œil. Écoute, il est 6 heures le matin. Ça te donne une idée du genre d'individu que je suis. Alors, je m'adresse au patient en français parce que son nom était francophone, puis il avait été transféré surprenamment d'un hôpital francophone à un hôpital anglophone, au Montreal General Hospital. Et je lui demande, est-ce que tu peux me raconter ce qui est arrivé? Tout bonnement. Fait que là, il rouvre un œil, il me regarde. Ben, il dit, dans la Bible, c'est écrit que si ton œil te scandalise, arrache-le. OK. Ce patient-là, José Arsenault, venait d'un hôpital francophone, ce que je t'ai pas dit, d'un département de psychiatrie. Il était hospitalisé en psychiatrie. Il avait un délire religieux. Il n'avait pas été soigné convenablement. Et, hey, écoute, sais-tu qu'est-ce que je lui ai demandé? Ben, raconte-moi comment tu as fait ça. OK. Ça se raconte-tu ou c'est trop dégueulasse? Non. Il dit, j'ai pris mon doigt, je l'ai rentré à l'intérieur, puis je me suis arraché l'œil. OK, c'est beau. Parce que... Mais c'était quoi l'affaire d'y laisser l'œil dans un bocal à côté? C'est bizarre, ça, comme pratique. Ça se ferait plus aujourd'hui, sûrement. Non, mais l'image est donc bien bizarre, l'œil à côté du patient. Qui flotte dans le liquide. Ça n'a pas de bon sens. Peut-être. En tout cas, ça fait scène de film. Non, José, c'est ça la situation. Mais ça fait combien d'années, ça? 1974. Bon, fait que ça fait une couple d'années. Quand même. Mais avouez, aujourd'hui, on ne verrait pas ça. Là, alors, les délires religieux ne sont pas à prendre à la légère. Et si vous avez, chers auditeurs, un proche qui commence à échanger avec Satan, vous l'amenez tout de suite à l'urgence. C'est une urgence. Vous, là, j'ai une question pour vous. C'est-tu déjà arrivé que vous êtes resté, là, je sais pas comment dire, sans mots, un cas que vous n'avez pas réussi à comprendre, là? Que c'était quelqu'un qui est arrivé, qui était possédé, puis même après thérapie ou diagnostic ou médicament, ou que vous vous êtes dit, non, je comprends pas ce cas-là. Là. Non. Ça m'est jamais arrivé, c'est une affaire. Ceux qui délirent ardemment sur quelque chose, ce sont les cas les plus faciles à traiter. Ce sont les cas qui répondent le mieux aux antipsychotiques. Je vais vous raconter une histoire, OK? Puis ça existe encore, là. Il y avait même un article sur ce psychiatre-là sur CNN.com. Lui, il s'appelle Richard Gallagher. Et c'est un professeur de psychiatrie clinique au New York Medical College, au Columbia University. Et lui, il y a de ça environ, à la fin des années 80, là, il y a un curé qui l'appelle, puis il dit, bon, j'ai besoin de toi, je sais pas si c'est de la santé mentale ou bien si c'est vraiment... Parce que le prêtre, au moins, il y avait cette lucidité-là. Oui. Fait que lui, le psychiatre, arrive devant la patiente. Bon, là, je sais, c'est attiré par les cheveux, mais je lis ce qu'il dit. Oui. Il dit, premièrement, j'ai été estomaqué. Il dit, tout ce qu'il y avait dans les étagères, ça s'est mis à voler autour d'elle. Là, c'était un psychiatre qui dit ça, là. Bon. Là, après ça, elle m'a dit, ta mère est décédée d'un cancer des ovaires. Ce qui était vrai. Et elle m'a même dit que dans la nuit, mes 2 chats se sont battus toute la nuit dans les escaliers. Ce qui était vrai aussi. Fait qu'il dit, à partir de ce moment-là, j'ai ouvert mon esprit. Et depuis 7 ans, il collabore avec les prêtres, les gros cas lourds d'exorcisme. Quand ils ne savent plus, lui, il fait la différence. C'est-tu un problème de santé mentale
Ou c'est vraiment un cas de possession du démon. Il y croit. C'est spécial, pareil, là. Mais il dit que c'est peut-être un cas sur 100, là. Tu sais, que c'est Alors, possédé, là. Il peut arriver que des psychiatres aient un problème de santé mentale, de psychiatrie. C'est ça. Alors, qui a prétendu que les psychiatres étaient immunisés? Alors, j'ai vu des étudiants en médecine qui ont développé une schizophrénie. Mais quand même, il enseigne en plus dans 2 universités. Bon. Ensuite, j'ai vu des individus qui voulaient connaître une heure de gloire. Ça, j'ai pensé à ça. J'y ai pensé parce que depuis 20 ans, il est dans tous les journaux, là. C'est sûr que ça doit être payant aussi, hein? Ça, je me dis. Invité, nombreuses conférences à gros prix. Quand t'es rendu à CNN, là, ça Par veut des dire groupes, que t'es connu, là, aussi, voilà, par des s'entend. groupes de sauté, En tout cas, fait que ça pour par dire... des groupes de délirants, Il est appuyé par des groupes de d'autres- malades. Là, je vais vous faire sursauter. On va à la pause après, là. Parce qu'il y en a plusieurs qui... Tu fais bien. Vois-tu, j'étais pas au courant de ça, mais c'est bon que tu l'amènes. Parce que il y a partout dans le monde des individus qui sont prêts à utiliser des groupes. La crédulité de groupe, y compris de patients. Souvenons-nous de Jonestown. Tu te souviens de Jonestown? 700 morts. Ah, mais savez-vous quoi, Doc? Il y avait un gourou à tête de ça. Mais moi, je pense que Et il a lui- entraîné une cohorte de patients atteints de maladies psychiatriques J'ai fait incroyables. mes devoirs, là. Oui. Lui, il vient d'une famille catholique, ce psychiatre-là. Oui. Fait que c'est sûr que lui, il a peut-être grandi là-dedans puis qu'il a été teinté. Lui, il est peut-être très honnête, selon lui-même, en passant de faire ça. Il est appuyé par d'autres psychiatres aussi. J'aurais pu vous sortir une liste, mais ce matin, c'est pas ça que je voulais faire, là, faire un débat nécessaire. Ben, avec les auditeurs, on va entendre vos histoires, c'est sûr, là, mais bref, ces psychiatres-là ont même milité pour faire entrer dans le DSM le trouble de la possession comme maladie mentale. Fait que c'est allé loin, là. Ont-ils réussi? Non, pas encore. Pas encore. Pourquoi? Parce que ça se traite facilement avec des antipsychotiques. Maintenant, on veut avoir Et vos c'est histoires. généralement un symptôme de schizophrénie. Bon, alors on va aller à la... Eh oui, hein, on commence bien, déjà en retard. Alors, on va aller à la pause. Et au retour, réservez votre circuit téléphonique. Bon, il y en a peut-être qui l'ont déjà vécu puis qui sont maintenant bien soignés puis qui pourraient nous le raconter. Moi, j'ai déjà rencontré une femme qui, elle, a signé ses chèques Vierge Marie, là. Elle était convaincue que c'était la Vierge Marie. Ses chèques rebondissaient, ils passaient pas, mais en tout cas, c'était ça, là. Fait qu'il y en a peut-être qui ont vécu des épisodes comme ça puis qui pourraient nous en parler Oui, aujourd'hui. c'est fréquent. Dans la schizophrénie, il est fréquent d'avoir l'impression, la conviction d'être possédé par une force extérieure quelconque. Et surtout les déités. Dieu, Satan, la Vierge Marie, des anges. Et il y Alors, en a c'est qui y croient fréquent dans la... encore. Et vous allez être très ouvert d'esprit. Hein? On oui. va commencer l'année comme Ben ça. oui, ben oui. On va vous écouter si vous y croyez. J'ai même une auditrice, elle dit que toute son enfance a grandi avec la peur de Satan, là. La peur du diable puis d'aller en enfer. Bon, ça, c'est différent. On va en reparler. Oui, parce que là, il faut aller à la pause. La peur de Satan, c'est pas la possession de Satan. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que vous avez peur de Satan? Est-ce que vous croyez aux démons? Pensez-vous que ça existe des gens qui sont vraiment possédés du démon et qu'on conseille même d'avoir recours à un exorciste au besoin, comme le soulignait le pape dans la dernière année? C'est ce qui nous a amené le sujet d'aujourd'hui. C'est ce qui a interpellé Doc Mayou. En passant, saviez-vous ça, Doc, que au Québec, là, il y en a un prêtre, seulement une personne qui a le droit, selon l'Église catholique, d'autoriser un prêtre à pratiquer un exorcisme, et c'est l'évêque du diocèse de Trois-Rivières, Monseigneur Veillette. Ah, ouais? Ça, c'est encore lui, parce que moi, j'ai ça là, de 2010 là, comme renseignement. Là. Je viens de voir ça. Mais en tout cas, bref, Bon. c'était lui là, qui... OK. qui- José, je dois t'informer que mes patients m'ont dit, et c'est crédible, qu'il y a des prêtres qui font des exorcismes, qui essaient d'enlever, d'extirper Satan de certaines personnes clandestinement. Ah, J'ai des patients qui sont allés sur la Côte-Nord. Il y en avait un dans ce coin-là qui faisait des exorcismes clandestins
Ben là, ils doivent se fouetter après pour se punir parce qu'ils font ça dans l'illégalité. Des prêtres qui font ça illégal. Oui, clandestinement. C'est-à-dire à l'insu. puis Qu'est-ce qu'on fait? C'est dans le plus grand secret. Au niveau religieux, je pense que c'est une belle occasion pour parler des idées surinvesties. Alors, une idée surinvestie, c'est-à-dire une croyance religieuse auquel tu adhères, ne fait pas de toi un malade mental. Ça s'appelle, en psychiatrie, une idée surinvestie. Tu as une idée surinvestie et une idée délirante. Un exemple de ça, chez les musulmans, ils croient à une histoire de paradis avec 72 vierges. Alors, écoutez, permettez-moi de ne pas adhérer à cette croyance-là, mais je comprends, à titre de psychiatre, que c'est une idée surinvestie pour quelqu'un dont on lui a lavé le cerveau depuis sa plus tendre enfance avec cette idée-là. Donc, c'est comme le diable, comme Satan, comme aller en enfer versus le paradis. Oui, attends un petit peu, là. C'est comme la peur de Satan, la peur de l'enfer, la peur. Ça, c'est une idée surinvestie. Oui, ça peut résulter d'une idée surinvestie ou une insistance telle que la personne a été traumatisée. Bon. À ne pas confondre avec la conviction d'être possédé par une entité, une déité quelconque, un dieu quelconque ou la Sainte Vierge ou le démon ou les anges, etc. La conviction d'être possédé est quasi nécessairement délirante. Tu me suis? Mais le fait d'y croire que ça existe, ça, on est encore dans l'idée surinvestie. OK, c'est comme ceux qui croient aux esprits. Oui. Bon, il y a ceux qui y croient. Ça, c'est des idées surinvesties. Maintenant, mais ceux qui en voient... Vendredi, j'ai eu une patiente qui sentait la présence de l'esprit de sa mère chez elle. Ah, ça, c'est pas une idée surinvestie. Elle sentait la présence. C'est pas qu'elle croyait, c'est qu'elle le sentait près d'elle. OK. Fait que là, il faudrait qu'elle vous rencontre. Bon. Ben, elle vous a rencontré. Oui, c'est ça. J'ai découvert ça. Et tout à fait par hasard, elle n'en avait jamais parlé à personne. 50 quelques années. Dans la cinquantaine ou quelque chose comme ça. Peu importe. On ne donnera pas trop de détails, mais puis je le dis respectueusement. Mais, encore alors, là, juste chez les femmes, OK, il y a une autre particularité. Chez les femmes, il arrive régulièrement que je vois des personnes, des femmes d'un certain âge, qui ont des idées délirantes qu'elles n'ont jamais confiées à personne. Donc, pour lesquelles elles n'ont jamais été traitées. Exemple? Bien, ça, des histoires de possession, la présence des esprits. C'est assez fréquent, la présence d'esprits de personnes décédées. On en avait d'ailleurs déjà fait une émission, puis c'était très provoquant. À l'époque, je me rappelle encore du titre. C'était « Est-ce que vous croyez que ceux qui croient aux esprits sont schizophrènes? » Quelque chose comme ça. Fait que ça avait... Oui, ça peut. Alors, il arrive que... Généralement, lorsque c'est un homme qui a des idées délirantes d'influence, c'est-à-dire qui sent des esprits, des présences, qu'il les voit, etc., chez les hommes, il va avoir beaucoup d'autres symptômes de schizophrénie. Ah, donc, le diagnostic est beaucoup plus facile à faire. Chez les femmes, c'est beaucoup plus discret. C'est moins marqué. Les symptômes sont moins prononcés. C'est pas un absolu, ce que je viens de dire, mais ça résulte de 38 ans d'expérience clinique. En 26 ans d'animation radio, chaque fois que j'ai ouvert les lignes sur ce genre de sujet-là, j'avais autant d'hommes que de femmes qui croyaient à ça, par contre. Ah oui. Maintenant, oui, exact. Ça, c'est tout genre. Là. Oui. Tout genre confondu. Oui, dans ma pratique, ça correspond à ma pratique. Il y en a chez les deux genres. Maintenant, lorsque un homme délire là-dessus, il y a beaucoup d'autres symptômes aussi. Il est beaucoup plus bouleversé dans son fonctionnement quotidien. Alors que chez une femme, ça peut être souvent beaucoup plus à bas bruit, moins bruyant, moins perturbant, plus capable de se retenir, d'en parler. Alors, lorsque c'est un homme, il en parle à tout le monde. C'est beaucoup plus évident et verbalisé.
Faut-tu... tu sais, des fois, on entend parler d'une... puis je veux pas tout mettre dans le même paquet, là, mais il y a des mères qui tuent leurs enfants, des pères aussi. On en a vu dans l'actualité dans les dernières années. Vous, en tant que psychiatre, c'est-tu quelque chose qui vous passe par la tête en premier? Un délire, une paranoïa, quelque chose comme ça? Bon, chez les infanticides, oui. La première cause, je pense, je crois, et qu'on m'amène des statistiques pour prouver que j'ai tort, la première cause d'infanticide, de matricide, lorsque la mère tue l'enfant, c'est la psychose. Elle est déconnectée de la réalité. Maintenant, je crois que là, on ne peut pas transposer ça chez les pères. Dans les cas de patricide, je crains, j'ai pas de statistiques avec moi, là, mais la première raison pour laquelle un père tue les enfants de sa conjointe, c'est qu'il est cocu furieux. Et c'est le même phénomène, mais raisons très, très différentes. Oui. On doit s'arrêter pour aller à la pause, Doc. Au retour, j'ai hâte de parler aux auditeurs. Là. Chez les pères, il n'y a pas de psychose postpartum, José. Ça peut aller jusque-là, hein, la psychose postpartum, c'est chez la femme. Alors, ceux qui veulent l'égalité, là, ce matin, vous allez devoir faire une différence. Il n'y a pas de psychose postpartum chez le père. Il y en a qui ont des chocs quand même, là. Leur vie change, mais pas de là. Hein. Ils s'organisent autrement, eux autres. Ils vont voir ailleurs. On va aller à la pause publicitaire et au retour... Un petit commentaire comme ça pour débuter l'année. Une petite tape sur la main. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça, à quelqu'un de votre famille, de votre entourage, de vous-même, avec des gens qui se disaient possédés? Ouais. Tu sais, qui se mettaient à halluciner. Ça, sérieusement, je compatis. Tu sais, ça arrive là, des problèmes de santé mentale. Là, on s'entend, là, il y en a beaucoup au Québec, partout. Et comment vous avez réagi par rapport à ça? Ça doit être très pénible à vivre, surtout si c'est un conjoint, si c'est un enfant. Mais ça, les problèmes de possession, là, les troubles de... Je vais l'appeler comme ça, même si c'est pas reconnu en psychiatrie, là, mais pour qu'on se reconnaisse, qu'on se comprenne, là, les troubles de possession, semblerait-il que ça arrive plus vers l'âge adulte, ça? Oui, à partir de jeune adulte. Je sais pas, pourquoi c'est le cerveau, c'est le... Non, c'est que la schizophrénie commence à être une maladie du jeune adulte. OK, bon, c'est pour ça donc un lien plus, directement. Oui. On a une auditrice, elle a écrit, elle dit, j'ai eu un ex qui voyait le diable partout. Bon. Il criait dans le centre d'achat, au secours, il me regarde. J'ai tout dit à ses parents et 2 jours plus tard, il était hospitalisé pour schizophrénie. Résultat, les objets qui bougent, les visions, c'était causé par les drogues qu'il prenait. Fait que lui, il y avait un beau mélange, là. Oui. C'est-à-dire que les drogues qu'il prenait, surtout si c'était des psychostimulants, amphétamine, speed, méthamphétamine, ecstasy, PCP, augmentaient les symptômes de la schizophrénie. Donc, augmentaient les hallucinations et les idées délirantes. Fait que c'est pas... Si c'était juste la drogue, ça n'aurait pas donné ce résultat-là. C'est vu qu'il y avait le problème de schizophrénie. Oui. Alors, si vous avez la génétique, si vous faites la maladie schizophrénie ou que vous êtes porteur de la génétique et vous prenez de la cocaïne ou n'importe quel psychostimulant ou PCP, vous pouvez déclencher de nouveau un premier épisode psychotique de type schizophrénique. Okay. Ça va même jusque-là, la drogue. Alors, c'est pas anodin, là. Ouais. C'est sûr que vous allez me dire, oui, mais on connaît pas notre génétique, effectivement. Mais lorsqu'il y a de la schizophrénie dans votre famille, vous pourrez pas prendre des psychostimulants. C'est trop dangereux pour vous. Ouais. Alors ça, c'est un conseil pratique.
Et là, on parle, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tout ça, là. On a un champ qui est quand même vaste, là. On a les idées surinvesties, on a le délire, on a les maladies mentales également à travers ça. Mais en ce qui concerne les idées surinvesties, on a une auditrice, elle dit, Oui. j'ai eu très peur d'aller en enfer depuis ma tendre enfance. Oui. Comment pouvais-je m'épanouir quand l'enfer m'attendait dès que je faisais une mauvaise chose? Ça prend beaucoup d'introspection et de remise en question. Quand Dieu me regardait tout le temps, j'avais l'impression d'être toujours en état d'imperfection. C'était invivable. Ah oui, j'ai vu ça à plusieurs reprises. Il y a des mères qui convainquent leurs enfants que Dieu étant partout, les voit même dans leur chambre. Devine qu'est-ce que ça a comme conséquence. Ils sont absolument incapables de se masturber. C'est sûr. Parce que l'œil de Dieu les surveille tout le temps. Et généralement, les mères vont convaincre l'enfant de cela, à partir du plus bas âge, pour ne pas qu'il joue avec ses organes génitaux. C'est vicieux, c'est Oui, parce que c'est dans le temps, pathétique. c'était vu comme mal. C'est ça. Oui. Parce que dans le temps, les organes génitaux ne servaient qu'à la procréation. Dans le temps, ben là, il faudrait peut-être rendre ça un peu plus contemporain, parce que malheureusement, ça roule encore, ces niaiseries-là. Des mères ou des pères qui n'acceptent pas que leurs jeunes découvrent leur corps. Là. Qui vont utiliser la religion, l'omniprésence de Dieu, Dieu est partout, pour faire peur à l'enfant et contrôler, entre autres, le phénomène masturbatoire ou les envies masturbatoires. OK. Ouh! Ça va loin. On est seulement en 2018. On n'a pas fini de faire des émissions. On n'a pas fini. Il y en a qui ont vraiment un inconfort. On a une auditrice, elle dit « Votre sujet me fait peur pour vrai. Ouais. J'ai écouté L'Exorciste à 13 ans et ça m'a traumatisé. Juste entendre le sujet, ça provoque un inconfort réel. Je travaille dans un sous-sol en ce moment et j'ai encore la chienne, même à 47 ans. » Oui, appelez-nous. Appelez-nous, ça va être, on va vous écouter. Parce que ça vient dans quelque part. Alors, qui vous a terrorisé? Qui vous a terrorisé en bas âge? Qui a voulu vous écraser en bas âge au point de vous brouiller mentalement avec une peur? Parce que de là à ce que juste d'entendre le sujet, ça... Oui. Mais c'est peut-être le film. Tu sais, le film en tant que tel, là, quand elle avait 13 ans... Oublie ça. Oublie le film. Le film est le prétexte. Ben non. Mais tu sais, t'es peut-être peu, pas prête à ça, puis là, elle a eu une grosse peur. Des fois, les films, ça peut être puissant, là. José, je soupçonne... Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. José. Qu'elle était très prédisposée à une crainte supplémentaire du film L'Exorcisme. Elle était très, très, très prédisposée, vulnérabilisée, rendue vulnérable. Elle n'aurait pas vu le film, elle serait exactement dans le même état. Ah oui, OK. Bon, voyons. Fort probablement. Et j'en ai vu beaucoup de ça, là. Et les films prétextes, au lieu de dire c'est son père, c'est sa mère, c'est le film. Ben oui, trop facile là, de déplacer ça. Mais non, téléphonez-nous, là. Vous êtes dans votre sol, là, prenez le téléphone, vous serez plus tout seul, vous êtes avec nous. Oui, puis on va vous écouter. C'est ça, exactement, ce serait intéressant. Non, c'est important, parce que... Et ça, la réaction de peur est plus facile à engendrer chez les fillettes que chez les garçons. Il y a vraiment une différence de genre ici, là. Pour le genre de peur, OK? Pour les peurs névrotiques de Satan, puis de l'enfer, puis tout ça, ça pogne beaucoup plus avec les fillettes qu'avec les garçons. Mais c'est pour ça aussi qu'elles le reproduisent plus avec leurs propres filles. Tu sais, les peurs de ci, là, c'est les... On va se le dire, là, c'est les femmes, là. Je pense, là, que c'est les femmes qui sont plus peureuses, veulent plus surprotéger peut-être. Fait que ça se transmet... Il y a une sensibilité. Écoute, on ne peut pas élever des fillettes et des garçons en niant le genre. On ne peut pas. Mais la bonne nouvelle... Là... Gilbert Sicotte, là, s'il est vrai qu'il a crié et sacré après des étudiants, OK? Sans tenir compte de la différence de genre, pour moi, il a péché.
Un entraîneur de hockey peut crier et sacrer après des joueurs. Ça n'aura pas le même effet que si Gilbert Sicotte crie et sacre après des étudiantes en théâtre. Ben, ça, je peux te l'assurer. Mais en passant, je pense qu'il y a vous et moi, là, hein, si on a suivi l'actualité un peu, qui était outré de ce qu'on a appris, tout le monde le défend. Vous avez sûrement lu ça, hein? Il y a une différence de genre. Il y a une Exact. Parce que l'impact ne sera pas le même. Si vous prenez 10 garçons qui auraient subi des cris et des sacres et 10 femmes pris au hasard qui ont subi la même chose, mesurez l'impact. José, peu importe, c'est pas une question d'avoir raison. C'est une question que d'ici 5 ans, il va y avoir des études qui sont bien faites par des bons chercheurs universitaires qui vont confirmer ce que je viens de dire. Ça, j'en suis convaincu. Mais juste avant de parler avec Daniel au téléphone, Doc, la bonne nouvelle, je pense, c'est qu'il y a de moins en moins de gens là, qui sont encore sous le joug de l'Église. Donc, je pense que nos jeunes d'aujourd'hui, moi, tu sais, tu demandes à un adolescent, c'est quoi Satan, c'est quoi Lucifer, je suis même pas sûre qu'ils sont au courant exactement. Puis la croyance d'aller en enfer, puis la croyance d'aller au paradis sont comme extérieurs à ça. Ça fait pas partie. Moi, j'ai 46 ans, ben c'était sur les bancs de l'école. Là, il l'a pu, ça, l'enseignement du catéchèse à l'école. Fait que donc, ils sont moins exposés à ces croyances-là. Donc, ça va peut-être faire en sorte que plus les années vont passer, plus ça va s'estomper. Là. Ouais. J'aimerais partager ton enthousiasme et ton optimisme ce matin. Par contre, on nous ramène des forces occultes. Le 29 janvier, on voudrait faire du 29 janvier une journée annuelle sur l'islamophobie. Je crois que on nous ramène avec des éléments culturels qui ont été importés au Québec. On nous ramène dans un giron malsain que je considère un recul pour la nation canadienne-française. Mais ça n'a pas rapport. Je comprends que vous vouliez passer votre message, mais ça n'a aucun lien avec les croyances, les délires, les... Ben oui, c'est ça, parce que eux arrivent... Mais là, c'est pas une journée pour croire à l'islam, c'est une journée contre l'islamophobie. Non, c'est une... Écoute, c'est quoi leur agenda? Non, je sais pas que je veux passer un message. Agenda, je le comprends. Je le comprends, ce que vous dites. C'est la promo. On essaie de bloquer l'islamophobie, la peur et la crainte de l'islam, pour faire la promotion de l'islam. Alors, les jeunes auxquels tu réfères, ils sont pas sortis du bois. Parce que là, ils vont devoir s'interroger sur des éléments de croyances extérieures qui sont maintenant rendus chez nous et qu'on essaie de nous faire avaler comme on fait avaler des grosses couleuvres. Ça, Doc, là, c'est un sujet d'émission au complet. Si on parle là-dessus, on dévie totalement... OK, ben on y reviendra parce que... Mais c'est un sujet intéressant. Mais tu parlais d'une libération. Oui. Non, le fait de ne plus être contaminé sur les bancs de l'école là, par le diable, par Satan, par le paradis, par l'enfer. Bon, la nation canadienne-française s'est libérée d'idées surinvesties, de croyances niaises. On s'est libéré de ça. Mais la jeune fille de 14 ans, s'il passe le 29 janvier, la journée de l'islamophobie, elle se mettra pas plus à croire aux 72 vierges au paradis à la fin des jours, là. Moi, c'est ça que je fais une petite différence. Oui, mais ce qui apparaît à première vue comme une libération est très ralenti par l'envahissement d'une culture qui n'est pas nôtre et qu'on essaie de nous faire avaler. Ça va être ça le défi des plus jeunes. En apparence... En fait, c'est la laïcité totale. Oui. Si on le fait pour nous, on devrait le faire pour les autres. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Donc, on a Daniel qui est au téléphone. On va aller lui parler. Bonjour, Daniel. Bonjour vous autres. Bonjour, Daniel. Bon. Moi, docteur, c'est quelque chose qui fait longtemps que je voulais vous appeler pour ça, mais il y a comme une espèce de gêne, là, tu sais. On se vante pas de tout ça, là. C'est pas moi, là, c'est ma femme. On était 14 chez nous. Oui.
Puis la plus vieille, on allait on allait à l'école. Et puis à l'école, c'était l'enfer, le ciel, le purgatoire. À l'église, on allait à la messe, on était obligés. C'était l'enfer, le ciel, le purgatoire. Puis tu vas aller en enfer, tu fais ci, tu fais ça. Bon. Mais nous autres, on se contrôlait, mais elle restait avec quelque chose tout le temps. Oui. Et puis, à un moment donné, elle était dissipée. Puis, elle s'est fait mettre à la porte de l'école. Et puis, durant 3 ans, après ça, se mettre à la porte de l'école, elle a commencé à parler encore plus du qu'elle voyait le démon. Là. Elle n'avait pas juste peur du démon. Elle disait qu'elle le voyait. Et puis, nous autres, en pleine nuit, là, on se faisait réveiller par des cris, comme on entendait justement dans le film Les sorcières de Salem, là. Oui. Bon, elle criait comme ça. Puis elle disait à mes parents qu'elle voyait le diable, qu'elle était possédée du démon. Puis c'était effrayant pour des jeunes oreilles comme nous autres, là. Oui. C'était épouvantable. Si elle n'avait pas... À un moment donné, on souhaitait qu'elle parte, tu sais. C'était pas endurable, c'était quasiment communicatif, les cris, là. Des fois, là, on avait envie de crier avec elle, tu sais. Oui. C'était pas endurable. Et puis, à un moment donné, ils ont fait venir un médecin qui venait à la maison dans ce temps-là. Oui. Et puis, il lui donnait des grosses piqûres fortes, là, pour un cheval, là. Et puis, là, la première, elle dormait pas, là, tu sais. La deuxième, elle dormait. Moi, j'ai toujours cru aux grosses qu'à un certain moment, là, quand quelqu'un est rendu comme ça, faut pas rendre tout le monde fou, là, hein. Moi, quand je vous entends parler de vos grosses doses, moi, je suis assez d'accord avec vous, là. Ah oui. Et là, ils l'ont diagnostiqué, parce que quand ça peut être endurable, vraiment pas, là. C'est même avec la Sûreté du Québec, quand je s'en allais à Québec avec mes sœurs qui l'accompagnaient, là. À quel hôpital, Robert Giffard? Ça s'appelle-tu de même? Ça s'appelait... Saint-Michel-Archange. Oui, c'est ça. Bon. Et puis, ça, là, c'était ça, là. Là, nous autres, on était un peu... On disait pas à ma mère, parce qu'on avait peur que ça lui fasse de la peine, qu'on était contente que notre soeur soit partie. Ben oui. Parce que c'était pas endurable. Mais les religieuses faisaient peur aux enfants, les prêtres à l'église, mes parents, ils étaient tous d'accord. C'est curieux, hein? Ils étaient tous d'accord pour dire la même chose. Daniel, Et puis, votre sœur probablement a reçu un diagnostic de schizophrénie, n'est-ce pas? Schizophrénie. Bon. Mais seulement, elle n'avait jamais été médicamentée. Elle a été médicamentée seulement là. À partir de quel âge? Quel âge avait-elle lorsqu'elle est entrée? 16 ans. 16 ans, on était 14. Ouais. Et puis, là, 16 ans, ils l'ont emmenée à Saint-Michel-Archange ou à l'hôpital Roi-Rousseau? Allez, pour commencer, Roi-Rousseau, après ça, le Saint-Michel. Roi-Rousseau qui a été démoli, existait à l'époque. Je sais pas, je Ouais. pas longtemps. Alors, Saint-Michel, il y a eu Roi-Rousseau, la clinique au Roi-Rousseau. OK. Oui, mais alors, là, oui. ce que je veux vous dire, c'est que elle n'avait pas été médicamentée. Alors, là-bas, elle a même eu des chocs électriques. Ouais. Et puis après ça, elle a été médicamentée beaucoup, là-bas. Et puis, 6 mois plus tard, Oui. nous autres, on allait la voir à toutes les semaines. Oui. Et puis, pour pas qu'elle s'ennuie, tu sais, mais elle nous parlait plus, elle faisait des chocs, elle parlait jamais du démon. Donc, c'était vraiment... si elle avait vraiment eu peur, pour vrai, puis elle avait pas été schizophrénique, là, ça n'aurait pas été comme ça. Elle aurait continué d'en parler. Oui. Mais là, au bout de 6 mois, Oui. ils nous ont appelé, ils ont appelé ma mère pour qu'elle pouvait avoir un congé d'1 semaine. Oui. Bon, on était là chercher, congé d'1 semaine, mais ils ont donné des médicaments seulement pour 1 semaine. Ils ont dit, oubliez pas, vous en avez seulement pour 1 semaine. Exact. Puis là, elle était tellement bien, puis elle parlait plus de ça, pas tout était comme tout le monde. Normal, tu sais. Oui. Les pilules, mais là, ma mère, elle disait, eh bien, allez faire des marches avec elle le soir, après ça, on partait avec, puis on en a fait des marches, les filles ensemble. Et puis, là, elle dit, on va la garder plus longtemps, elle est trop bien, Fait que, mais un soir, pendant que ma mère avait dépassé la semaine, là. Combien de jours ou de semaines
après la fameuse semaine, Oh, ça- a-t-elle recommencé à être psychotique? Une semaine. Et ça a pris juste une semaine. Hey. Une semaine. Une semaine, c'est bien que vous le mentionnez. Une semaine après l'arrêt du traitement, elle a recommencé à voir le démon, à crier la nuit et à être possédée. C'était pire que quand elle était partie au mois de Eh juin. oui, ben, c'était aussi pire. Mais là, c'est parce que c'est plus habitué, là. Ouais. Hey, on va devoir... Mais vous faites bien d'appeler parce que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on souffre de schizophrénie, comme lorsqu'on souffre du diabète, il faut prendre sa médication antipsychotique. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. Bye, Merci. Daniel. Merci beaucoup. Donc, Daniel, qui va avoir été notre première de l'année 2018 à oui. nous parler dans l'émission. Ah oui, puis elle l'a vécu. Puis c'est terrifiant pour l'entourage. Ben moi, j'aimerais ça en entendre des histoires comme ça. Tu sais, vous le savez, là, il y en a bien plus qu'on le Eh pense. boy. Mais je comprends, j'ai compris pourquoi. Parce que je m'attendais à avoir beaucoup d'appels là-dessus. Mais Daniel, elle l'a dit, elle dit une gêne en lien avec ça. C'est encore oui. tabou, beaucoup, la santé mentale. Hein? Oh oui. Parler de schizophrénie. Les troubles bipolaires, ça, c'est populaire. OK? Schizophrénie, non. Bipolaire, y en a-tu des troubles de paranoïa ou moins? Beaucoup moins. C'est beaucoup la schizophrénie de type paranoïde, de délire, Bon, tout ça, là? Voilà, oui. Délire, hallucination, c'est typique de la schizophrénie. Ouais, en tout cas, si vous vous sentez à l'aise, moi, j'aimerais vraiment ça. Entendre vos histoires de gens proches de vous que vous avez soutenus, que vous avez côtoyés, qui ont vécu des épisodes le fait, comme la ça. La gêne vient du fait, ancestralement, au Québec, chez les Canadiens français, c'était très mal vu d'avoir un membre de la famille qui souffrait d'une maladie mentale. C'était très mal vu. J'espère que c'est plus comme ça. On va en reparler au retour de la pause. On est Ça encore pouvait, très en ça retard. éloignait les prétendants. Ah ben, on va aller à la pause. On va continuer là-dessus au retour en espérant parler aussi avec nos auditeurs. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330 Doc Mayou et José Arsenault. avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, tout part du pape François, qui a dit dans le temps des fêtes que les prêtres devaient avoir recours à des exorcistes au besoin pour les gens qui étaient possédés du démon, etc. Savez-vous, ça, j'ai trouvé ça intéressant en passant. Depuis quand ça existe, ça, l'exorcisme en tant que tel, là, le Non. rite de l'exorcisme, c'est depuis 1614. Et Ah, ça a été ouais. fait par le pape Paul V pour calmer un phénomène qu'il y avait à l'époque. Donc, les prêtres et les croyants performaient des exorcismes sur des gens qui croyaient posséder du démon, mais qui avaient possiblement, ça s'est pas développé comme aujourd'hui, la science, là, qui avaient possiblement des troubles de santé mentale. Ben, imaginez dans le temps, toutes les schizophrènes qu'on connaît aujourd'hui, les bipolaires, etc., quand tu sais pas c'est quoi exactement, tu Est-ce penses que que tu c'est le penses démon. vraiment que ça a débuté en 1614? C'est un vieux rite tribal. Moi, j'ai vu des Africains qui ont toutes sortes de rituels, d'exorcisme. Mais au niveau y compris- catholique, au niveau de l'Église catholique. Oui, mais y compris la scarification. C'est très tribal. Et je suis vraiment surpris que le pape, qui vit au Vatican, n'a pas soulevé, depuis les quelques années dont il parle d'exorcisme, des réactions chez les psychiatres italiens. Coudon, ça dort au gaz en Italie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut... L'Association des psychiatres italiens devrait demander une convocation puis dire « Votre sainteté, soyez un peu plus réservés dans vos histoires de possession du diable parce qu'on va devoir vous contredire. » Ouais, mais tant qu'à ça. Ça n'existe pas, ça? Non, mais Doc, là, je veux pas partir Ça- de débat, là, mais je suis allée à des funérailles en fin de semaine, là. Je suis dans ma famille, là. Puis Oui. je suis encore allée à l'église, puis... Tu sais, il y a des textes, là, qui pourraient être remis en question plus d'une fois, là. Tu sais, puis tous les miracles accordés à Jésus, là, qui marchait sur l'eau. Moi, j'aimerais bien ça, être capable de changer l'eau en vin. Mais en tout cas, c'est toutes ces affaires-là. Tu sais, si tu remets... Oui, mais ça, c'est du folklore. Ben, Il y a un gros. C'est du sauf folklore. que là, ça se fait encore en temps réel, comme vous le dites. Là, si le pape le fait, si le mentionne et le dit en 2017, là, ça veut dire que pour lui, le pape, c'est encore... Hey, mais j'ai trouvé de quoi, par exemple? Il y a... Comment ça s'appelle? Ben, il y a les jésuites, premièrement...
Vous le savez, vous savez c'est quoi les jésuites? Ben, le père supérieur, là, lui, il vient du Venezuela, je me trompe pas. Lui, il est allé dire, encore là, c'est l'année dernière, on va aller au téléphone, là, les lignes se remplissent, mais il est allé dire l'année dernière que Satan, c'était juste une image pour dire que c'était le bien ou le mal. Et là, ça a créé la polémique chez les catholiques. Et là, c'est pour ça que c'est tout revenu dans l'actualité, cette histoire-là d'aller en enfer, de paradis, parce que lui-même, qui est le boss des jésuites, il a remis en question ce que l'Église enseigne depuis plusieurs années, que le diable serait une vraie personne, là, la tentation, puis qui nous amène vers le mal. Lui, il aurait dit, ben non, c'est juste une image pour expliquer les choses. Fait que c'est fait pointer du doigt, là. Maudit jésuite tannant. Tu te souviens de Teilhard de Chardin, à un moment donné, la communauté l'avait pogné puis l'avait envoyé en Chine avec sa théorie sur l'évolution. Oh! Doc, on va aller au téléphone. Oui. On va parler avec Daniel de Portneuf. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Daniel. On vous écoute. Oui, si je peux partager un peu le point, c'est que, comme le Doc Mayou dit, souvent le contexte que le jeune a été éduqué, sa schizophrénie va se téléporter sur quelque chose dans lequel il a été élevé. Exact. Ce que vous venez de dire est tout à fait exact. Continuez. Bon, quelqu'un qui est religieux, lui, il va voir des démons, il va voir Satan. Puis moi, j'en connais un. Alors, Daniel, l'expression en psychiatrie est la suivante. C'est qu'un être humain délire à l'intérieur de sa sous-culture ou de sa culture. Voilà. Et moi, j'en connais un. Délirant, oui, c'est ça. Le gars, il n'est pas croyant. Oui. Et lui, sa schizophrénie, ben, elle se reflète dans ce que c'est qu'il regarde. C'est-à-dire les soucoupes volantes. Les extraterrestres cherchent à kidnapper son chien. Et vous parlez à un psychiatre qui a 38 ans d'expérience derrière la cravate. C'est pas la première fois que les non-croyants, c'est les soucoupes et ceux qui viennent de l'Europe de l'Est, sur quoi délirent-ils? Le KGB. J'ai appris ça à Montréal, José. C'est que sa maison est encerclée par les Allemands, puis il se fait tirer dessus, puis là, il se cache dans la maison. Oui. Fait qu'il a peut-être trop écouté de films, tu sais. Non. C'est à l'intérieur de sa sous-culture de non-croyants. Vous avez un très bon point. Ben, c'est ce que je voulais amener, M. Mayou, puis... dans la région, dans le centre du Québec, à cause de l'industrie première, qui est la basilique Notre-Dame-du-Cap, et je le dis respectueusement, il y a beaucoup plus de patients atteints de schizophrénie qui vont avoir des délires religieux dans le centre du Québec. Et voilà. Ah, mais c'est intéressant, hein? C'est comme les extraterrestres, pas la première fois que vous entendez ça. C'est clair, là, les soucoupes volantes, puis... La prochaine fois comment que je pourrais dire, votre recherchiste sait que c'est Daniel qui vient de Portneuf, dites-lui, laissez-y une chance. D'habitude, quand il appelle, ça a de l'allure. Ben pourquoi vous êtes bloqué, Daniel? Non, mais si ça n'a pas d'allure, Daniel, là, il fait bien sa job, ça veut dire... Il y a une couple de fois, il a jamais. Mais Daniel essaie de vendre sa salade. Allez, bye, Daniel. Daniel, merci de nous avoir appelés, mais je garde... C'est un bon point. Mais Olivier a encore toute ma confiance pour nous passer des bons appels. Définitivement. Puis, écoute, lorsqu'on a des appels plus intéressants que Daniel, Olivier, tu te gênes pas. On est en direct ou pas? Ben oui, bien certain. Exactement. On est spontané ou pas? C'est ça. On est transparent ou pas? Si on a des bons appels, c'est de la faute à Olivier. Puis si on a des pas bons appels, c'est de sa faute. Fait que, non, c'est une blague. On va parler avec Dora de Montréal. Bonjour, Dora. Bonjour. Vous êtes chanceuse, vous avez passé par le tri d'Olivier, non? Bonjour, puis je voulais vous remercier, vous deux. Docteur Mayou, ça fait depuis le début, je vous écoute, puis je suis tellement contente que vous êtes revenu en ondes. Si vous saviez comment vous m'avez aidé, c'est incroyable. Je suis très reconnaissante. Je voulais vous parler. Moi, j'ai été élevée, j'ai 54 ans. J'ai été élevée dans la religion quand j'étais jeune. Le diable, tout ça, si on n'était pas fine, le diable allait venir nous chercher. En tout cas, un paquet d'affaires comme ça. Et qui exploitait la filière religieuse? Ma mère, c'est sûr. Bon, c'est important de le dire. Continuez. Mais attendez, dans quelle région vous étiez, Dora, à cette époque-là? Il me semble que... Moi, mon père était militaire, je restais en Allemagne. OK. À Lahr. OK. En Allemagne. Puis, quand on est revenu au Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu,
Mon père, il buvait, il a toujours bu beaucoup, mais à ce moment-là, il buvait beaucoup. Moi, je pense qu'il était alcoolique, mais il l'a jamais admis. Puis, à un moment donné, ma mère elle était toujours déprimée, puis tout ça. Puis, à un moment donné, on est allé chez des amis. Puis, en revenant, ma mère s'est mise à délirer. Elle nous a tenu les mains, elle dit « Assoyez-vous autour de la table ». Elle nous a tenu la main et tout ça. Puis, elle dit « Regardez le cadre là, Dieu va apparaître ». Puis là, tout d'un coup, on a regardé, parce qu'elle était vraiment, fallait le faire, là, elle était vraiment agressive, là. Puis quand on a regardé le cadre, non, regardez pas, c'est le diable qui va réapparaître, là, venez dans le salon, venez, il faut qu'on y aille se cacher. Puis cette journée-là, il faisait tempête, j'avais 17 ans, j'avais même pas encore mon permis, j'avais un permis temporaire parce que j'apprenais des cours. Puis mon père l'a retenu, puis il dit, viens, on l'amène à l'hôpital. Fait qu'il fallait que je conduise l'auto que je n'étais pas habituée. Puis dans ce temps-là, c'était des grosses autos. Là. C'était un New Yorker. En tout cas, j'ai trouvé ça difficile. Chrysler New Yorker. Ouais, on s'est rendu à l'hôpital. Ça a été difficile pour moi parce que je savais pas conduire vraiment. Puis dans une tempête, on est arrivé là. Ma sœur s'est sauvée, elle faisait jamais face à rien. Mon père, il était pas capable, fait que c'est moi qui ai pris comme la relève de signer les papiers et tout ça. Puis à un moment donné, une infirmière m'a dit « Ferme la gueule de ta mère parce qu'elle dérange tout le monde. » Puis là, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré, puis là, j'accrochais n'importe quel médecin, puis je disais, s'il vous plaît, aidez ma mère, tu sais. Puis là, il n'y a pas personne qui allait aider ma mère. Puis, je suis arrivée dans la chambre où ma mère était, puis elle m'a touché le visage, elle a dit, t'es un ange, t'es venu du ciel, t'es un ange. Puis, elle restait à l'hôpital un peu plus qu'un mois. Ils ont donné des médicaments. Elle était vraiment... dans ce temps-là, les médicaments, tu sais, la bave, il coulait de la bouche. En quelle année, Dora? En quelle année? C'est... attendez. 77, 78. Ben oui. Il aurait pu... Elle avait des effets secondaires, des antipsychotiques. Elle hypersalivait. On aurait pu lui donner un peu de kémadrin, puis elle aurait avalé sa salive comme tout le monde. Eh boy. Vous savez, Dora, faut me rappeler des souvenirs. La qualité, la compétence moyenne des psychiatres au Québec, là, c'était assez aléatoire. Mais Dora, ça s'améliore graduellement, mais... J'aurais une question pour vous. Puis ça s'adresse aussi aux autres qui l'ont vécu. Vous êtes assez courageuse pour nous téléphoner et en parler, là, mais quel effet ça a eu sur vous d'avoir vécu tout ça? Ben, ce qui est le pire, je vais vous conter le reste, puis vous allez peut-être comprendre un peu plus, là. C'est que mon père avait beaucoup bu cette soirée-là. Puis quand on est arrivé à la maison, mon père a continué à boire. Puis à un moment donné, je voulais aller le coucher parce que j'ai tout le temps fait ça quand j'étais jeune, quand il était sous. Puis il voulait pas se coucher dans la chambre où il était avec ma mère. Fait que je l'ai couché sur le divan dans le salon. Puis une chance, je suis restée habillée, je me suis couchée sur le petit divan. Puis tout d'un coup, il s'est levé. Puis là, il s'en venait vers moi, mais j'ai eu peur parce que je pensais qu'il voulait... J'ai senti qu'il me faisait des avances. Il est venu vers moi, puis là, il riait, puis il s'en venait... Là, je me suis levée, puis j'ai dit, non, tu me touches pas, c'est-tu clair? Votre mère étant pas là, en état de boisson, il y a eu une petite pulsion sexuelle envers vous? Oui. Puis là, je suis partie dans la cuisine, puis là, on restait dans un appartement, puis j'ai crié fort. J'ai dit, tu me touches pas, c'est-tu clair? Puis il a eu peur, puis il a été se recoucher. Mais tout le temps que ma mère était à l'hôpital, il a fallu que je fasse attention. Votre mère n'était plus là, même psychotique, votre mère n'était plus là pour le surveiller. Alors, il y avait la voie libre, n'est-ce pas? Oui, mais Et il y en a, on a une couple comme ça au Québec. Vous aviez tout un jackpot, vous, hein? Ouais, la mère est psychotique à l'hôpital, puis le père, il veut sauter dessus. Mais, écoute, vous n'êtes pas la seule auquel c'est arrivé, là. Oui, mais je peux vous dire une chose aussi, qu'aujourd'hui, parce que toute ma vie, j'ai été une petite fille super parfaite pour tout le monde. Puis aujourd'hui, ça va pas du tout.
j'ai pété ma coche à un moment donné, puis... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Je vivais du harcèlement au travail, puis j'ai comme capoté, puis depuis ce temps-là, ça va pas. Puis on m'a diagnostiqué trouble de personnalité limite. Ben oui. Puis, en tout cas, pour une personnalité limite, vous avez eu des épreuves que vous avez su affronter. Mais vous avez mentionné quelque chose. Toute ma vie, j'ai été une petite fille super parfaite. Ouais, le problème est là, chère Dora. Vous n'avez pas 54 ans, n'est-ce pas? Non, je sais. Ben oui, puis je vous blâme pas, là. Écoutez, une mère psychotique, le père incestueux, ça va pas bien. C'est pas tellement comme ça qu'on va former des femmes adultes. Mais mon père, il m'a jamais touché avant. En tout cas, je m'en souviens pas s'il le fait. Alors, votre mère, parce qu'il y a des femmes, écoutez, j'ai entendu à un moment donné, dans mon bureau, une femme qui avait averti son conjoint de ne pas toucher aux filles. Et elle l'avait averti, un avertissement viril, entre guillemets, un avertissement extrêmement sévère qu'elle l'assommerait. Puis le gars, il a cru à conjointe et il a gardé les mains dans ses poches. Ah oui, mais Doc Mayou, quelle femme va... À partir du moment où tu sens le besoin d'avertir ton conjoint, il me semble que tu n'as pas le bon conjoint pour tes enfants, pour tes filles, là? Oui, José. Hey, il fallait que j'aie une once de peur que mon conjoint touche ma fille. Voyons donc. José, fut une époque où le revenu du conjoint faisait la différence entre la misère extrême et une vie aisée. On va se dire les vraies choses, on est entre adultes, n'est-ce pas, Dora? Oui. Votre père était le seul qui amenait un salaire à la maison? Oui. Bon. Et il y avait un bon salaire comme militaire qui rentrait à toutes les 2 semaines, avec une prime lorsqu'il était en Allemagne. N'est-ce pas, Dora? Oui, mais mon père, quand il était pas sous, il était correct. Là. Il n'était pas un homme... il était pas comme ça. Là. Dora, mauvaise nouvelle le matin. Oui. Il se retenait beaucoup plus facilement à jeun qu'en état de boisson. Fait que mon instinct, depuis que je suis jeune, je fais attention. J'ai toujours senti, je sais pas si mon senti était correct, mais je m'habillais jamais sexy, je m'habillais jamais... Quand il fallait que je porte des robes soleil, je mettais tout le temps une chemise en... Dora, vous étiez capable, à partir de l'âge de 9-10 ans, de voir son regard de convoitise sur vous, n'est-ce pas? Oui. On doit se quitter là-dessus, Dora. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va à la pause. Vous êtes brave. Dès maintenant. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Donc, avec votre expérience, là, on parle évidemment comme on l'explique depuis le début de l'émission, on est parti de parler d'exorcisme, de parler de possession du démon en lien avec le pape qui recommandait aux prêtres, même encore en 2017, d'exercer de l'exorcisme si besoin. Si tel était le besoin des croyants. On va y aller comme ça, là. Mais on en est vite arrivé avec vous que souvent, et selon vous, la plupart du temps, il s'agit plutôt de schizophrénie, de psychose, de délire, de paranoïa, etc. Ouais. Y en a-tu autant qu'avant? Ça a-tu toujours existé, ça? Y a-tu des phases? Y a-tu... Non, écoute, en 38 ans, non, il n'y a pas d'exacerbation. Puis au niveau de l'acceptation, parce que tantôt, on parlait de gêne. Tu sais, il y a Daniel qui nous a dit qu'il y avait une gêne d'associer avec ça, qu'il y avait même dans certaines familles, on n'en parlait pas trop. Ça, j'ai l'impression qu'avec toutes les campagnes, que ça doit changer un petit peu, non? Il y a eu une progression, José, en 38 ans, mais pas tellement. Oh, c'est pas... Écoute, de souffrir de schizophrénie, là, c'est pas agréable. C'est une maladie qui continue de faire peur, moins qu'avant. Oui, il y a eu des progrès, mais on n'en parle pas suffisamment et on n'en parle pas suffisamment dans le sens d'une maladie qu'on peut améliorer beaucoup avec un bon traitement auquel les patients s'astreignent. Ce qu'on vient de découvrir, José, c'est que la majorité des patients en psychiatrie ne prennent pas bien, donc, qui souffrent de schizophrénie, parce que c'est la maladie psychiatrique la plus fréquente, ne prennent pas bien leur traitement. Donc,
sont souvent plus ou moins bien contrôlés dans les symptômes de leur maladie. Mais quelqu'un la fidélité qui le au suit traitement. bien, là, c'est ça. Quelqu'un là, qui le suit bien, il peut vivre une vie équilibrée. Il y a le tiers des patients qui ont fait une psychose, qui ont fait un épisode de schizophrénie et qui sont traités efficacement et qui sont revenus 100% fonctionnels. Wow. Oui, il y a le tiers des patients. Alors, c'est tiers. Il y a le tiers des patients qui gardent des symptômes résiduels et il y a le tiers des patients, et c'est là que j'ai eu des problèmes avec mon ordre professionnel, où il y a la réponse aux antipsychotiques à dose usuelle n'est pas satisfaisante. Donc, pour ces patients-là, de cette catégorie-là, j'ai augmenté les doses d'antipsychotiques avec un succès quand même convaincant. Ce qui ne doit pas aider non plus, c'est ceux qui, à partir du moment ça va bien, ils disent « Je suis guéri! Oui, » Fait que je recommence à prendre de l'alcool, je laisse tomber les médicaments, puis c'est là que ça retombe. Bon. C'est ça qui est dur pour les familles aussi. Hein. Oui, l'autre point, c'est depuis 15 ans au Québec, c'est la propagation de la drogue. Et la propagation de la drogue fait en sorte que le traitement de la schizophrénie chute dans son efficacité. Parce que la plupart des drogues augmentent les symptômes de la maladie et neutralisent le traitement. Alors, et généralement, ceux qui se droguent ne prennent pas bien leur traitement. Deuxièmement, même s'ils le prennent bien, on y perd en efficacité à cause de la drogue et de l'abus d'alcool. Fait qu'avec la marijuana qui va devenir légale au Canada très bientôt, votre bureau va se remplir? Non, pas plus. Non, parce qu'il y a 80-85% de ma clientèle à l'heure actuelle qui, lorsqu'ils viennent me voir... Ils en prendront pas plus, ils en prennent déjà, c'est ça? C'est ça. Okay. 80-85% des patients qui me consultent se droguent. OK. Alors, il va rester juste une miette de plus, là. Ouais. Et mon infirmière et moi, ce qu'on fait, c'est de leur faire comprendre que la drogue, OK, c'est pas pour leur coco. C'est pas pour leur cerveau. Ça marche-tu? C'est pas pour tout le monde. Ils comprennent-tu? Comme l'alcool, attends un peu, comme l'alcool, c'est pas une bonne idée pour un alcoolique. C'est non. Et oui, lorsqu'on a un bon lien, tu sais, le lien humain est important, José. Et t'as pas idée, comme l'infirmière et moi, arrivons soit à convaincre le patient d'en prendre beaucoup, beaucoup moins, et même de cesser à l'intérieur d'un lien de confiance qui résulte de l'intérêt qu'on porte aux patients et non pas de les considérer comme des numéros et des malades. Oui. Alors, la maladie, c'est une chose, mais le patient, c'est un être humain. Oui. Doc, on doit s'arrêter parce qu'on a pris beaucoup de retard tantôt. Alors, on s'en va pour notre dernière pause et au retour pour notre dernière partie d'émission. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. C'est ce qui complète presque notre émission d'aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant, Doc, qu'on ait pris le temps. Je suis contente que ça vous ait ébranlé d'entendre le pape tout d'abord dire qu'il voulait que ses prêtres aient recours à des exorcistes en cas de besoin. Ça nous a permis d'amener le sujet aujourd'hui. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate en 2018 qu'il n'y ait pas l'Association des psychiatres italiens qui disent au Vatican, écoutez, allez pas faire la promotion de l'exorcisme en 2018, là, alors que c'est un symptôme de psychose, de maladie psychiatrique et ça se traite. Mais c'est parce qu'il y a des psychiatres qui y croient aussi, c'est ça qui est particulier là-dedans. Je vais juste vous donner un exemple, OK? Puis vous allez me dire, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il y a les autorités médicales britanniques qui ont licencié un médecin qui avait conseillé à une patiente de se faire exorciser. OK? Ils l'ont licencié. Ça, c'est arrivé... Il était radié, licencié dans le sens de radier? Oui, ça, c'est arrivé pas en 1958, là, en 2014. Le psychiatre qui a été licencié. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est passé devant la justice et ils ont déterminé, ça s'est passé genre 1 an plus tard, 2 ans plus tard, là, ils ont dit que la recommandation du psychiatre était appropriée et pleine d'empathie.
C'est spécial, pareil, hein? Mais ça, c'est devant la justice. Il n'a pas été condamné à un crime quelconque. Et par contre, il a été radié. Exactement. Il a été radié par l'ordre professionnel. Si à cause du jugement, ça, j'ai pas l'information, s'il a pu continuer à pratiquer. Mais la justice a estimé que sa recommandation d'exorciser une patiente était appropriée et pleine d'empathie. Ben voyons. C'est vraiment, 2014. C'est vraiment spécial. Là. Ben écoutez, je pense que c'était important qu'on en parle ce matin. Puis à l'inverse, là, il y a un cas qui a été extrêmement médiatisé. On n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui. C'est l'histoire d'Émilie Rose. Il y en a plusieurs qui savent c'est quoi. Là, c'est Annalise Michel. Elle, c'était une petite Allemande. Puis elle a commencé à avoir des convulsions. Elle a été diagnostiquée épileptique. Elle a été dans un hôpital psychiatrique. Elle a souffert de dépression. Puis là, elle a commencé à attribuer sa condition à une possession démoniaque. Puis là, tout ce qu'il y avait là de Néron, de Judas, de Lucifer, de Caïn, ça sortait de sa bouche. Même sur Internet, on peut l'entendre crier, là, se mutiler également. Puis elle est décédée à l'âge de 25 ans parce qu'elle a arrêté de se nourrir et tout ça. Puis elle, il y a 2 prêtres puis ses parents qui furent accusés de négligence ayant entraîné sa mort. Le chiffre, je pense, c'est 67 exorcismes qu'ils ont fait, là, et de séances d'exorcisme. Puis savez-vous quoi? Ils ont fait de la prison. Eux autres, ils ont fait 6 mois de prison pour négligence envers cette jeune femme. Dans quel pays? En Allemagne. Oh! En Allemagne, me dis-tu. Ah bon? Ah bon? En Allemagne. Exactement. Négligence criminelle. Oui. On l'a pas amené à l'attention des psychiatres suffisamment. 67 séances d'exercice, on a le procès, il a commencé en 1978. Ouais. Oui. Puis l'Église, c'est ça, était au banc des accusés pour exorcisme. Ça veut dire que les autres, les Allemands, n'ont jamais accepté ça, cette thèse-là. Oui. Oui. Alors que les Britanniques, eux autres, ils ont agi de façon totalement différente. Non, sur ce point-là, le François Ier et le Vatican font fausse route et s'exposent à des poursuites. Il y a des pays, si jamais il y a des prêtres qui incitent à l'exorcisme au lieu de simplement dire, écoutez, faites-la examiner par un médecin, par un psychiatre, pourraient être exposés à des poursuites criminelles définitivement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai vu quelques cas d'exorcisme clandestin de prêtres parce que je pense qu'ils croyaient d'être poursuivis. C'est pour ça qu'ils versaient dans ce genre d'activité-là clandestine. Fait qu'en quelques mots, là, il reste à peu près 30 secondes. Vous êtes témoin de quelqu'un qui commence à délirer comme ça. Vous l'amenez tout de suite à l'urgence. Bah oui, aussi simple que ça. Là. Aussi simple que ça. Et puis, il y a des équipes, il y a des urgences qui sont plus compétentes, plus accueillantes que d'autres, oui. Mais ne lâchez pas, persistez. Puis, il y a des psychiatres de garde dans la plupart de nos centres hospitaliers qui vont l'évaluer puis prendre des mesures nécessaires pour soulager le membre de votre famille au plus vite. Ne pas les laisser dans cet état-là. Doc Mailloux, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, les auditeurs également. Merci à notre équipe. Merci à Olivier et à Alex. C'est ce qui complète notre émission. On se retrouve demain. Bye bye tout le monde.